je réponds en bloc. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que je vais devoir éliminer certaines questions à travers une seule intervention. Je vais regrouper les questions à travers une seule intervention pour parler. Eh bien, ici, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une étude sur l'homme, de façon générale, l'anthropologie. Eh bien, si on part de l'homme, si on part de la définition de l'homme, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quoi? On va dire que l'homme est un être conscient. Cela signifie qu'il peut se prendre lui-même pour objet de pensée et qu'il se tient aussi face au monde de manière pensante. À la différence de l'animal, l'homme n'est donc pas immergé dans le monde, mais il se tient dans un rapport conscient à tout ce qui l'entoure. C'est pourquoi Aristote définissait l'homme comme un animal doué de raison. Si vous prenez un animal dans la rue et que vous le mettez dans cette classe, l'animal saura qu'il est dans une classe, mais il ne sait pas qu'il le sait. Or que vous savez que vous êtes dans la classe et vous savez que vous le savez. L'animal ne sait pas qu'il le sait. Et vous savez que vous savez. C'est pourquoi, dès le début, que Socrate nous disait que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il savait quelque chose. Ce qu'il savait, c'est qu'il ne savait rien. Mais l'animal ne sait pas qu'il existe. Alors que nous savons que nous existons. Eh bien, le terme de conscience est issu du latin conscienza, qui signifie littéralement avec savoir. Et ce n'est apparu qu'à l'époque moderne. On parlait auparavant d'âme en grec psyché. La conscience désigne donc une réalité d'abord radicalement distincte du corps. Elle est cette substance pensante dont parle Descartes et qui l'oppose au corps comme l'esprit à la matière. Mais la conscience n'est pas seulement une chose pensante. Elle possède aussi une structure dynamique. Cette structure, le philosophe allemand Husserl la nomme l'intentionnalité de la conscience. Et il l'exprime par ce principe: toute conscience est conscience de quelque chose. Par exemple, si je suis devant un arbre, ma conscience est ce qui me met en rapport direct à cet objet face à moi. La conscience ne me rend pas pour autant transparent à moi-même. Il y a une part d'inconscient qui se manifeste dans des phénomènes psychiques comme les rêves et les lapsus. Les actes psychiques, monsieur, les actes psychiques sont les rêves et les lapsus. Dans ce sens, l'inconscient rappelle à l'homme qu'une part de ce qu'il est lui échappe. Et en ce sens, il ne faut pas comprendre de là que l'homme n'est pas responsable de ses actes. Il ne faut pas conclure de là. En étant un être conscient, il demeure un sujet capable de différencier le bien du mal. Et c'est là que ce que l'on nomme la conscience morale. Vous savez, la conscience humaine est fondamentalement temporelle. Dès lors que je suis conscient d'une chose, je ne peux pas ne pas être conscient de cette chose sans qu'elle n'existe dans le temps. Ceci s'explique par le fait que la conscience se caractérise par un flux temporel. La conscience est ainsi comparable à une rivière, à une fleuve. Ainsi, si je pratique l'introspection, ça veut dire si j'analyse ma propre conscience, je découvre un flux permanent de pensées qui se succèdent de façon continue. Cette temporalité de la conscience se résume dans 3 dimensions fondamentales: le passé, le présent et l'avenir. C'est là les 3 instances du temps que nous expérimentons tous les jours. Mais en réalité, ces 3 instances nous échappent continuellement. Pourquoi? Parce que le passé n'est plus quand le présent est là, et quand le présent est là, il est déjà passé puisqu'un autre présent lui succède. Alors, ce qui était à venir devient présent. C'est là l'énigme du temps mise en évidence par saint Augustin et qui se récapitule dans le mystère de l'instant, qui est le point dans lequel ces 3 instances fusionnent. C'est pourquoi je vous ai dit dès le début, dans ma présentation, que quand le temps et l'instant seront réunis, les 2 côtés ne feront plus qu'un. Parce qu'il y a une fusion.
C'est presque en même temps que ces études sur l'hystérie qui ont été publiées en 1895, Freud avait déjà découvert avec cette jeune science de l'inconscient qu'il était en train d'inventer qu'il pouvait, à partir des mécanismes de formation des symptômes hystériques, rendre compte également de la fabrication d'autres symptômes, obsession, phobie. Ainsi faisait-il ses premiers pas dans ce repérage nécessaire, d'une part entre la névrose, l'hystérie et la névrose obsessionnelle, et d'autre part entre la névrose et la psychose. Ce ne furent que des premiers pas, mais quand même ils furent décisifs au sujet de la névrose. Ces mécanismes sont décrits dans 2 articles qui ont pour titre Psychonévrose de défense, publié en 1894, et Nouvelles remarques sur les neuropsychoses de défense, publié en 1896. La première topique. Eh bien, pour la première topique, ce qu'on veut dire, c'est dès 1895, Freud élabore une première topique, celle qui distingue le conscient, le préconscient, ou encore appelé la mémoire accessible, et l'inconscient, comprenant notamment les souvenirs refoulés, inaccessibles. D'après Freud, il existe un inconscient psychique, c'est-à-dire une pensée et une volonté cachée, et différentes des pensées et volontés conscientes. Dans 5 leçons sur la psychanalyse, Freud en revient à formuler l'hypothèse que l'hystérie, ou névrose de transfert, appelée aussi ça, est le résultat de l'impossibilité pour une personne de refouler entièrement un désir insupportable qui se présente à la conscience et qui crée du coup un substitut qu'on appelle symptôme. Ici, pour la première topique, la pulsion est la composante dynamique de l'appareil psychique. Freud distingue les pulsions sexuelles des pulsions d'autoconservation, comme la faim par exemple. La pulsion est un mécanisme qui suppose que le psychisme est excité par des stimuli divers, dont la source est corporelle, mais dont la représentation est psychique. La pulsion, dans ce sens, a 4 modalités. Il y a la source, ça veut dire d'où vient l'excitation corporelle, de quelle partie du corps. La poussée. La pulsion crée une tension constante, elle est, quoi qu'il arrive, active. Le but de la pulsion, c'est d'atteindre la satisfaction. Et le mode de satisfaction varie. Et le dernier, c'est l'objet. L'objet, c'est ce par quoi la pulsion va atteindre son but. De plus, la pulsion a 4 destins. Il y a le retournement en son contraire, par exemple, l'amour qui se transforme en haine, le retour contre le moi propre, c'est-à-dire ce qui est rejeté à l'extérieur revient vers le moi du sujet. Et l'autre, c'est le refoulement. Le refoulement, c'est ce qu'on appelle la représentation, le représentant-représentation, qui est associé à la pulsion, devient inconsciente. Et la sublimation. La sublimation, c'est le dépassement du symptôme dans une demande qui peut être satisfaite. La seconde topique. La seconde topique, c'est à partir de 1920. Donc, en 1920, pour résoudre de nombreuses questions qui émergent dans les cures, Freud élabore une seconde topique. Elle distingue le ça, pôle pulsionnel inconscient de la personnalité, le moi et le surmoi. Le moi doit assurer une adaptation à la réalité, là où le ça ne se préoccupe pas des contraintes extérieures. Le moi est entre autres et aussi le défenseur de nombreuses pathologies. Le surmoi est en quelque sorte l'intériorisation de l'interdit parental. Freud voyait l'émergence du surmoi comme très tardive dans la vie infantile. Mais des psychanalystes comme Melanie Klein ont dit que le surmoi existait très précocement dans la vie de l'enfant. Alors, la seconde topique peut être comprise d'une manière dynamique, à travers le mécanisme des pulsions. Les pulsions, elles naissent dans le ça,
elles naissent dans le ça en tant que désir inconscient non confronté à la réalité, et puis elles sont soit intégrées par le moi ou remaniées. Et puis, avec l'intervention du surmoi, le moi peut éventuellement refouler ces pulsions menant au mécanisme de la névrose. Le dualisme de Freud qu'il met est transformé en 1920 lorsqu'il introduit une division, pulsion de vie contre pulsion de mort. Freud dit la vie, toute vie tend vers la mort. La pulsion de vie et la pulsion de mort sont les deux forces sédimentaires qui s'affrontent pour l'éternité. Vivre, mourir. Maintenant, pour la névrose, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au refoulement, la névrose est la conséquence, ça veut dire, la névrose est issue d'un conflit psychique entre le ça et le moi. C'est-à-dire, entre une attitude qui vise à la satisfaction pulsionnelle et une attitude qui tient compte de la réalité. Eh bien, sa particularité réside dans le refoulement, qui est la conséquence du conflit psychique et des symptômes qui s'en suivent. Là, la névrose, on a différencié, Freud a mis en part, il a dit qu'il y a différentes formes, types de névrose. Il a parlé de l'hystérie, la névrose obsessionnelle et la névrose phobique. La névrose phobique ou névrose de transfert. La psychose. Dans la psychose, à la différence de la névrose, où il y a conflit entre instances internes du psychisme, entre le ça et le moi, dans la psychose, Freud dit que le moi est en conflit avec le monde extérieur. Conflit qui se traduit par des hallucinations et des délires. Autrement dit, une perte de réalité. C'est pour cela qu'il y a des gens qui deviennent fous à cause du manque de perception de tous les éléments qui parviennent à la conscience. Maintenant, là, la perversion. La perversion est corollaire à la notion de sexualité infantile et de ses évolutions. Freud remarque qu'il est intéressant de constater que l'enfant, par suite d'une séduction, peut devenir un pervers polymorphe et être amené à toutes sortes de transgressions. Il est donc prédisposé. À partir de l'étude du fétichisme sexuel, Freud en vient à décrire la perversion comme solution face à l'angoisse de castration, donc face comme un mécanisme de défense des angoisses de type névrotique.